Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'émission Le Vrai Dialogue. En Algérie, comme aux États-Unis, en Tunisie et dans d'autres pays, les citoyens algériens se préparent à élire leur nouveau président de la République. La date butoir est fixée au 7 septembre prochain, permettant à tous les Algériens, qu'ils se trouvent en Algérie ou à l'étranger, de choisir librement et en toute responsabilité leur prochain chef d'État. La semaine dernière, le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé son intention de briguer un second mandat. Son premier mandat est jugé globalement positif, bien que marqué par les 2 premières années de la pandémie de la Covid-19, réduisant effectivement son temps de gouvernance à 3 ans. Selon la presse spécialisée algérienne, le président candidat a entrepris des réformes pour sortir l'Algérie de la gangrène d'une gabegie généralisée et d'une corruption rampante de plus de 20 années. Plus de 30 candidats ont déjà déclaré leur intention de participer à cette élection présidentielle, bien que seuls 5 d'entre eux seront retenus pour la course finale. Aujourd'hui, nous avons choisi d'inviter un panel de jeunes universitaires issus d'Algérie et de la diaspora pour recueillir leur point de vue sur le pays. Quel regard portent-ils sur l'Algérie, leur pays ou celui de leurs parents? Que pensent-ils des efforts politiques, juridiques, économiques et culturels fournis ces dernières années? Sont-ils optimistes quant à la place qu'occupe l'Algérie dans la région et dans le monde? Quel domaine aimeraient-ils voir changer et pourquoi? Nous évoquerons également la mise en valeur de tous les Algériens, qu'ils soient hommes ou femmes, vivant en Algérie ou à l'étranger, binationaux ou non. Comment perçoivent-ils certains de leurs compatriotes qui envisagent un retour définitif au pays? Et comment expliquent-ils cet engouement? Par ailleurs, nous nous pencherons sur une question cruciale pour les étudiants. Dans quelle mesure les étudiants algériens profitent-ils du programme Erasmus Mundus pour leur masters? Pourquoi les pays méditerranéens ou les pays arabes ne créent-ils pas un programme équivalent que nous pourrions appeler par exemple le programme Avicenne? Pour discuter de ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir Fares, licencié en économie et gestion de l'Université Paris II et Master 1 à EM Lyon. Othman, licencié en microbiologie et Master 1 en microbiologie moléculaire à l'Université de Toulouse 3. Yakout, licencié en sciences de gestion à l'École supérieure algérienne des affaires. Wassim, licencié de HEC Bruxelles et de la Rider University du New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Wassim finalise un Master 2 à HEC Université de Liège. Nous espérons que cette émission apportera un éclairage pertinent sur les enjeux actuels et futurs de l'Algérie à travers les perspectives de sa jeunesse. À tout de suite. Bonjour à tous les 4 et merci d'avoir accepté mon invitation. Et je vais poser ma première question à Yakout. Yakout, quel regard portez-vous sur l'Algérie? Mais avant d'entendre votre réponse, laissez-moi vous raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement il y a 30-40 ans à Bruxelles, à l'ULB exactement, l'Université libre de Bruxelles. Je me rendais là en tant qu'étudiante et j'ai croisé un Algérien. J'ai envie de lui rendre hommage. Il s'appelait Hachmi Haddad, avec Hachmi Haddad. Il était, avant d'arriver en Belgique, il était réalisateur de télévision à ce qu'on appelait ici en Algérie la RTA, c'est-à-dire aujourd'hui l'EPTV ou l'ENTV.
Il avait une petite cinquantaine d'années et on a échangé et il m'a dit je m'inscris en première année de scénario parce que pour lui, l'information était très importante. Et puis j'en ai profité et je lui avais demandé, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, Monsieur Haddad, vous qui vivez en Belgique depuis 30-40 ans, que représente pour vous l'Algérie et du coup la Belgique? J'ai beaucoup aimé sa réponse. Il m'a dit, la Belgique, c'est mon pays de tous les jours et l'Algérie, c'est mon pays de toujours. Oui. Donc c'est pour moi une façon de lui rendre hommage. J'espère qu'il se porte bien. Je sais qu'il a fini une licence en scénario et qu'il a eu encore un très grand parcours en Belgique. Yakout, quel regard portez-vous sur l'Algérie d'aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, l'Algérie, c'est mon pays d'enfance. C'est ma fierté. C'est un pays qui nous a tout donné, mon éducation, mes plus beaux souvenirs. Et en tant que femme algérienne, c'est un pays qui nous a appris beaucoup par rapport à notre histoire, à notre famille. Et en tant qu'étudiante algérienne, grâce à lui, j'ai appris toute ma formation, mes études. C'est mon pays. Très bien, je donne la parole à Othman. Je rappelle que Othman vient directement à l'instant de l'aéroport d'Alger en provenance de Toulouse. Effectivement, je viens de Toulouse. Mon rapport à l'Algérie, il est différent de celui de Yakout, étant franco-algérien. L'Algérie, je dirais que c'est ma moitié, c'est l'amour inconditionnel. L'Algérie, c'est ce pays que j'ai connu de loin, qui malheureusement ne m'a pas réellement offert, étant donné que j'ai fait toute ma vie en France, que c'est principalement l'État français qui a contribué à mon éducation, à mes soins. Mais c'est le pays qui m'a été transmis dans l'intimité du foyer, dans les coutumes, les traditions que mes parents se sont acharnés à me transmettre. Et c'est aussi le pays de mes vacances et de mes souvenirs quand je n'avais pas la pression de la scolarité ou du travail. Très bien. Wassim, la même question. C'est un peu comme Othman, sauf qu'à la différence, moi je suis belgo-algérien. Et il faut savoir qu'en Belgique, il y a encore moins d'Algériens. Mais effectivement, l'Algérie, ça a toujours porté une grande place dans mon cœur. Parce que l'Algérie, c'est un pays magnifique qui regorge de trésors, avec une histoire incroyable. C'est vraiment une fierté pour moi et une richesse également d'avoir ce mélange des deux cultures et vraiment une très grande fierté en tout cas. Très bien. Fares, la même question. Alors pour moi, l'Algérie, c'est cette terre d'histoire et de culture que j'ai eu l'opportunité de découvrir notamment de très loin depuis la France via mon éducation quotidienne avec ma famille. J'ai un rapport un petit peu différent, je dirais, parce que j'ai 23 ans aujourd'hui et j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore pour diverses raisons. Mais c'est un projet très important dans ma tête de découvrir vraiment ce pays, mais j'ai quand même une certaine attache de par ma culture et mes origines, évidemment. Je vois ça comme un pays d'opportunités et de découvertes, des opportunités et des découvertes passées et à venir. Ah ben, c'est formidable, hein, un très bon début pour cette émission spéciale consacrée à la jeunesse algérienne, quelles que soient ses origines. Wassim, que pensez-vous des efforts fournis ces 5 dernières années en Algérie? Quels sont, selon vous, les domaines qui ont été développés et quels sont les autres domaines qui nécessitent encore un effort de développement? Alors, déjà, pour commencer, il faut savoir que le président Abdelmadjid Tebboune a commencé son mandat en sortant du Covid, donc il n'a pas eu l'occasion d'exploiter un maximum sa présidence. Néanmoins, je pense que l'Algérie, déjà d'une part, a joué un très grand rôle au niveau international quand on pense au conflit palestinien. Donc on sait l'importance de l'Algérie durant les conférences de l'ONU, etc. De plus, l'Algérie également est un pays qui apporte un soutien, par exemple, aux pays africains. Donc, je pense à l'aide humanitaire qui a été envoyée au Congo. Moi qui suis ressortissant belge également et qui a l'habitude de côtoyer pas mal de Congolais, c'est des personnes qui n'avaient pas nécessairement
voilà, qui n'étaient pas nécessairement informés par rapport à ça, même par exemple à l'histoire entre le Congo et l'Algérie. Par exemple, je pense à Patrice Lumumba, on dit souvent que l'Algérie l'a vengé. Donc pour moi, c'est vraiment une place importante que l'Algérie a jouée ces dernières années. Et je pense également que elle a joué aussi un rôle dans l'autosuffisance alimentaire. Donc on sait maintenant, je vois sur les réseaux sociaux des pastèques qui viennent d'Algérie qui sont exportées en France, ce que je n'avais pas nécessairement l'habitude de voir et ce qui est un peu récent. Et globalement, j'ai l'impression que l'Algérie est en train de se développer. Petit à petit, sur les réseaux sociaux, on peut voir des montages de personnes qui visitent l'Algérie. Par exemple, je pense à l'émission J'irai bien dormir chez vous, qui en fait fait ouvrir le paysage algérien, la culture algérienne au reste du monde. Parce que souvent, on pense aux pays maghrébins, on pense à la Tunisie, au Maroc, qui sont des pays en fait voilà, assez touristiques. Mais l'Algérie, qui est le plus grand pays africain, reste beaucoup renfermé, alors qu'il y a des ressources, enfin il y a des choses incroyables à voir. Mais maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux et certains promoteurs, comme par exemple je pense à Othman, qui fait la promotion de notre pays via TikTok, j'ai l'impression que les gens commencent à découvrir, et il y a un réel intérêt. Quand je parle avec mes amis qui sont belges d'origine, ils commencent à me dire, écoute Wassim, j'ai envie que tu me ramènes avec toi en Algérie, j'ai envie de découvrir, ça a l'air magnifique, les paysages sont dingues. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je sens que Yacout veut prendre la parole. Vous êtes d'Alger, vous d'Algérie. La même question, quels sont les domaines qui ont été développés, quels sont les autres qu'il faudra développer davantage? Je pense que contrairement à eux, je suis la première qui peut mieux parler sur le sujet parce que je réside en Algérie, disons que je suis dans la première ligne. En tant que résidente algérienne, ces dernières années, nous sommes passés par le Hirak, ensuite on a eu Abdelmadjid Tebboune qui a été, comme il a dit, pendant le Covid. Ça a été un peu difficile, ensuite on a mis en place. Et je pense que le gouvernement et l'État algérien a une volonté inconditionnelle pour que l'Algérie avance vers un chemin très prospère et durable, j'espère. Et je pense qu'on a vu personnellement, plusieurs domaines comme la santé. On a pu voir que plusieurs hôpitaux, soit ils sont en construction, soit qu'ils ont été déjà ouverts, comme on voit celui des Grands Brûlés à Ziralda. Il est très bien fait, j'ai eu l'expérience d'y être. Il y a plusieurs aussi d'autres domaines qu'ils essayent d'améliorer, de mettre en place des mécanismes. Moi, personnellement, grâce à mon travail, je peux parfois aller vers des ministères ou des wilayas et on voit qu'il y a beaucoup de changements par rapport à ça. Ça reste très difficile parce qu'il y a aussi une volonté d'aller doucement, mais ça s'améliore. Othman ? Alors, je pense que les grandes lignes ont été dites, que ce soit d'un point de vue diplomatique, comme Wassim l'a décrit. Par exemple, pour la petite anecdote, quand je venais de l'aéroport, je passais devant le stade Nelson Mandela. Nelson Mandela qui disait « Algeria is my country », l'Algérie c'est mon pays, l'Algérie a fait de moi un homme. Donc c'est un pays qui a un soutien inconditionnel au tiers-mondisme et à l'émancipation des peuples opprimés. Au-delà de ça, moi, vous savez, j'aime bien dire, après, ce n'est que mon opinion, mais j'aime dire que l'Algérie n'est pas une terre de misère humaine, mais que l'Algérie est une terre de misère économique. Ce qui fait que c'est difficile de vivre en Algérie aujourd'hui. C'est pas forcément qu'il manque d'infrastructures ou de services publics, c'est surtout qu'on a une difficulté à trouver un travail, un emploi stable, une source de revenus qui permettent une subsistance convenable. Et je vois les efforts du gouvernement algérien et leur volonté à s'ouvrir à des partenariats privés, l'importation de savoir-faire étrangers, d'investissement, de création d'emplois, que ce soit dans l'automobile, dans la pharmacie. J'ai vu par exemple un partenariat, je crois que c'était une entreprise danoise ou allemande, je ne suis plus très sûr, oui c'est ça, merci, avec Saïdal, l'entreprise de production pharmaceutique algérienne, que ce soit dans l'agriculture avec ce partenariat fait avec le Qatar et la Fermalé, ou alors avec l'Italie aussi, dans l'investissement des terres sahariennes pour la production agricole. Et je pense que c'est de ça que l'Algérie a besoin, c'est-à-dire la création d'emplois pour mener une existence convenable en Algérie, parce qu'à partir du moment où on a un bon salaire et où on a une source de subsistance convenable, voilà, on a une bonne qualité de vie en Algérie, je le pense. Très bien, je vais donner la parole à Fares aussi, qui lui n'a pas encore eu, si j'ai bien compris, l'occasion de visiter le pays d'origine de ses parents et de ses grands-parents. La même question, Fares. Exactement. Alors, de mon point de vue, je pense qu'il y a eu une très sérieuse remise en question qui a été faite et où on s'est dit, écoutez, aujourd'hui on en est là, on n'a pas tout bien fait, mais pour voir le positif, ça veut dire qu'il y a possibilité de s'améliorer.
évidemment, et on ressent cette volonté de faire les choses mieux. Je pense que c'est un pays qui est resté très longtemps sur ses acquis. On pense notamment aux hydrocarbures, mais il faut commencer à penser à la suite. Et c'est ce qui est en train de se déclencher un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir au Qatar ou en Arabie Saoudite, qui prépare l'après, donc en développement le tourisme. Donc c'est quelque chose qui commence à se faire aussi. Euh, Après, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit, mais je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est de ne pas s'oublier, ne pas perdre son authenticité. Je pense que c'est une chose importante et qui fera que elle perdurera dans le temps. Un mot aussi, Wassim, par rapport à la position ou la place qu'occupe l'Algérie au niveau d'abord dans son environnement régional, à savoir africain et méditerranéen, et international. Comment vous le percevez, vous, étudiants? Alors déjà au niveau méditerranéen, je pense que l'Algérie a beaucoup à apporter, donc que ce soit au niveau en fait de faire le pont entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, surtout en cette période de crise avec la guerre en Russie. Je pense qu'avec nos 1200 km de littoral, on a beaucoup de ressources à apporter, que ce soit au niveau alimentaire ou énergétique. Donc à ce niveau-là, on peut apporter énormément, que ce soit à l'Europe ou à l'Afrique aussi, on peut contribuer à ce niveau-là, ou simplement dans tout le niveau au bassin méditerranéen. Maintenant, au niveau africain, je pense et je crois réellement que l'Algérie, ça doit être une locomotive. Ça doit être la locomotive de l'Afrique. On est le plus grand pays africain, comme je vous l'ai dit. On doit se positionner comme leader. Donc ça veut dire qu'on doit soutenir l'Afrique dans sa globalité. On doit se tourner vers nos frères africains parce que d'ici les 50 prochaines années, on sait que l'évolution démographique de l'Afrique va exploser. Donc à ce niveau-là, c'est important de soutenir nos frères africains et en fait de tout simplement développer le continent pour améliorer en fait, les conditions de vie en général. Maintenant, au niveau de la région plutôt Nord-Afrique, je pense que l'Algérie aussi a un rôle à jouer. Donc, par exemple, on sait qu'en Libye, c'est encore très instable. Ça refroidit énormément les investisseurs. On sait qu'il y a l'OCDE qui émet constamment des indices de sécurité, etc. Je pense que l'Algérie peut jouer un rôle dans la stabilité de la Libye, peut-être militairement parlant. Je ne sais pas, c'est à voir. Mais en tout cas, au niveau également arabe, l'histoire démontre que le développement de la coopération pan-arabique n'a pas porté ses fruits. Voilà, il y a eu des trahisons entre pays arabes. On sait que, par exemple, lors de l'attaque de l'Iran sur Israël, c'est des pays tout simplement arabes et musulmans qui ont aidé les Occidentaux et les Israéliens à stopper les missiles. Et au final, ce sont des pays qui ne sont pas arabes, qui sont, par exemple, l'Iran et le Yémen, qui soutiennent avec l'Algérie le plus l'État de la Palestine. Très bien. Fares, à vous maintenant. Je pense que l'Algérie, c'est un pays qui occupe une place très importante en Afrique notamment, mais malheureusement une place qui n'est pas suffisamment exploitée. Je veux dire que c'est un pays qui a une possibilité de faire beaucoup plus. On a un des plus grands pays du monde, le plus grand d'Afrique, je crois que ça a été dit, en termes de surface, mais pas en termes de population, et surtout pas en termes d'exploitation de toute cette surface. Je pense que d'abord il faut comment dire, régler pas régler, mais améliorer l'exploitation des richesses locales avant de se tourner vers l'extérieur, même si évidemment ça reste très important d'entretenir des relations et d'avoir une place forte vers l'extérieur, vers l'Afrique et vers le monde. Voilà, je pense que c'est tout. Vous êtes d'avis, vous partagez l'avis de Fares, Othman? Que ce soit sur l'avis de Fares ou celui de Wassim que j'ai écouté. Bon, déjà, je pense qu'on se rejoint sur le fait que moi, je pense que l'Algérie est incontestablement aujourd'hui un leader en Afrique de l'Ouest. Que ce soit d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, on est aussi le pays avec l'indice de développement humain le plus élevé de la région. On a effectivement un territoire qui est stratégique avec une bande littorale extrêmement avantageuse. Il y a aussi des investissements au niveau des infrastructures qui ont été faits, comme par exemple avec la transsaharienne qui permettra sur le long terme de connecter l'Algérie au Nigeria, au marché nigérien qui est extrêmement prometteur.
À l'échelle du monde arabe, je pense que l'Algérie a quand même sa place. Moi, j'ai toujours vu, voyez-vous, l'Algérie comme la dernière héritière des grandes républiques arabes socialistes. C'est-à-dire que quand on y pense bien, il y avait à l'époque du panarabisme, comme Wassim en parlait, il y avait ces républiques arabes inspirées par le socialisme arabe, avec l'Irak, avec la Syrie, l'Égypte et tous ces pays aujourd'hui, soit ces régimes-là n'existent plus, soit ils ont été totalement détruits. On peut penser à la guerre en Irak, à la guerre en Syrie, on peut penser à la guerre civile au Liban, la guerre civile au Yémen, et en Égypte où il n'en est même plus question. Et je pense qu'en Algérie, on est quand même resté assez aligné sur ces valeurs. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est autant attaché aux valeurs palestiniennes. Parce que j'aimerais rappeler que, par exemple, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, ce n'est pas une lutte ethnique, c'est-à-dire qu'il y a différentes ethnies en Algérie, on s'est tous battus pour la libération nationale. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle des États arabes, les rôles que les États arabes ont joué dans la libération nationale, via les aides financières, via les aides diplomatiques. Et je pense que l'Algérie, c'était la Palestine d'avant, mais la Palestine qui a su être soutenue par le panarabisme justement pour réussir. Maintenant, quant à la place qu'elle joue à l'international, objectivement, ce n'est que mon avis personnel, je ne pense pas que l'Algérie occupe une place significativement importante sur la scène internationale. Je la vois, je sens que c'est surtout un pays qui est aimé et respecté au sein du tiers-monde. C'est un grand pays du tiers-mondisme. Mais au sein de la scène internationale, vraiment, si on prend des gros blocs, de gros blocs comme l'Europe, de l'Ouest, comme l'Occident en général, je ne pense pas que, par exemple, pour l'Amérique, l'Algérie soit vraiment un acteur significatif. Peut-être pour l'Europe, si, avec toutes les dépendances qu'ils ont vis-à-vis de nous, via les hydrocarbures, etc. Ça, je peux le penser. Mais pour de grands pays comme les États-Unis, je pense qu'on est un pays secondaire. On n'est pas primaire, on n'est pas négligeable, mais on est un pays secondaire. Voilà. Et je pense qu'aussi on manque peut-être de couverture médiatique à l'international. On n'a pas vraiment de chaîne internationale, que ce soit en anglais, en russe ou en chinois, je ne sais pas. Mais je pense qu'il nous manque un peu cette couverture À l'international. à l'international pour justement essayer de nous mettre en valeur et de montrer notre position importante, que ce soit dans le bassin méditerranéen, que ce soit en Afrique, etc., etc. Moi, je pense que l'Algérie a tracé son chemin politique et on peut mieux faire. C'est une stratégie, on est beaucoup centré vers l'Europe, moins vers les États-Unis ou le sud des États-Unis, de l'Amérique. Mais je pense qu'on a certaines valeurs et certaines qu'on ne peut pas, comme la cause palestinienne. Bien sûr. C'est l'une des positions de l'Algérie qui est irrévocable, qui ne peut pas discuter sur ça. Mais je pense qu'on peut beaucoup mieux faire par rapport à notre politique étrangère. Effectivement. Que certains de vous sont plutôt panafricains, d'autres panarabes, d'autres plutôt méditerranéens. Et c'est ça, l'Algérie aussi, elle est plurielle, comme Oui. les avis que vous représentez ici. Un point très important qui peut toucher et les diasporiques et les autochtones, ou les autochtones et les allochtones, c'est, vous le savez, vous êtes très jeune en fait, mais durant les 20 années de gouvernance de l'ancien président algérien, Monsieur Bouteflika, il avait modifié carrément la constitution de l'Algérie pour faire, et je vais aller vite, pour faire des Algériens diasporiques des citoyens de deuxième zone. Et puis on a attendu l'actuel président, le président sortant, M. Tebboune, qui lui va faire voter une nouvelle loi justement pour éradiquer cet article de la Constitution discriminatoire. Et il a fait que tous les Algériens sont égaux devant la loi, hommes, femmes, allochtones et autochtones. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de ce rétablissement, de cette équité en Algérie parmi tous les citoyens algériens? C'est une bonne initiative. D'abord, c'est une volonté de montrer qu'on est tous égaux et que même si qui vivent en Europe ou qui vivent en Algérie, on est tous Algériens du cœur. Et que on est tous Algériens du cœur et que les intérêts de l'Algérie passent avant tout. Que peu importe si vous vivez en Belgique ou que vous êtes à Paris, on restera toujours des Algériens. Fares, que pourraient apporter les jeunes comme vous, très formés, à l'Algérie pour contribuer à son développement, à votre avis?
Alors, je vais d'abord revenir sur ce que vous avez dit juste avant. Donc, notamment sur la reconnaissance des Algériens de l'étranger également. Je pense que c'est une chose très importante parce que ça montre une reconnaissance et une importance et une place, et ça donne une place à chacun d'entre nous qui sommes de l'étranger. Et pour revenir sur encore le point précédent, où on parlait de l'influence à l'international, ça passe également par cette diaspora qui se développe petit à petit et commence à avoir. On commence tous un petit peu à se serrer les coudes et je trouve c'est quelque chose qui a manqué pendant des années. Est-ce que, pour faire le parallèle avec nos voisins marocains, a été très bien fait de leur côté. On a senti quand même un certain poids à ce niveau-là. Et c'est sur ça que nous, la jeunesse, je pense, on devrait continuer à travailler. C'est à créer ce réseau en fait entre nous assez solide pour nous permettre, voilà, que ce soit au cœur du pays ou à l'étranger, d'avoir ce poids parce qu'aujourd'hui il y a de nombreux Algériens qui ont des postes importants, qui ont un poids à l'étranger, mais n'est pas forcément mis à profit de tous. Et je pense que c'est sur ça qu'on peut notamment s'améliorer. On est tous beaucoup exportés, on peut faire de grandes études, apprendre beaucoup de choses, travailler dans de grandes entreprises partout à l'international. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à ne pas le faire seulement pour soi et à s'ouvrir et à partager toutes ces connaissances, compétences et ce réseau. Très bien. Wassim, peut-être une réaction par rapport à cette équité retrouvée parmi tous les citoyens algériens, et puis la sous-question de savoir que peuvent apporter les jeunes éduqués, instruits, diasporiques à leur pays d'origine. Alors déjà pour commencer, voilà, durant mon séjour en Algérie, j'ai cru comprendre que les Algériens nous appelaient les immigrés dans leur dialogue de tous les jours, ce qui est un petit peu péjoratif, je vous avoue. Néanmoins, je tiens à les rassurer que la diaspora algérienne a connu beaucoup de difficultés, que ce soit déjà au niveau d'un problème identitaire, est-ce qu'on est français, belge, est-ce qu'on est algérien, déjà à ce niveau-là. Aussi, on a connu le racisme, l'islamophobie, peut-être dû à un manque de connaissances ou des rancunes coloniales, je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que, comme l'a dit Fares, la diaspora peut apporter beaucoup de choses. Nous avons été en contact avec la mentalité occidentale, pouvons apporter le savoir-être, le savoir-faire, le professionnalisme, ce qui des fois manque un petit peu en Algérie. Et je pense qu'on peut apporter également notre pierre à l'édifice. Et effectivement, il faut travailler ensemble. Et par exemple, je sais aussi que certains de nos ressortissants démontrent un petit peu d'un mauvais comportement. Et il faudrait changer cette image-là de l'Algérien qui va en Europe, excusez-moi, mais pour voler ou pour faire des choses un petit peu mal. Il faudrait quand même qu'on remette les points sur les i à ce niveau-là et que le gouvernement prenne en charge les haragas qui partent en Europe, exactement, pour les ramener au pays et s'en occuper parce que sincèrement, quand je parle à la jeunesse ici, en Algérie, la seule chose dont ils rêvent, c'est de partir, d'aller en Europe, au Canada, etc. Mais il faut savoir que déjà, par exemple, au Canada, c'est l'immigration sélective. Donc ça veut dire qu'il faut apporter une plus-value à un pays. D'accord ? On ne va pas en Europe sans papier, sans argent, juste uniquement pour essayer de naviguer, comme ils disent, pour avoir un monde meilleur. Je pense qu'avec l'argent qu'ils vont investir pour payer les passeurs, ils pourraient tout simplement, s'ils sont débrouillards, alors s'ils se débrouillent en Europe, ils peuvent se débrouiller ici en Algérie. Ils peuvent essayer de tenter de changer les choses ici par commencer dans leur propre pays. Et d'améliorer la situation globale, la société globale en Algérie avant de vouloir partir. C'est votre cas, hein, Yacout. Vous venez de finaliser vos études universitaires et vous êtes lancé dans la vie active. Oui, je travaille. Malheureusement, juste pour lui répondre, malheureusement, les Algériens ont cette idée du rêve européen. Il y a une citation qui dit qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs.
et que dès qu'il partira en Europe, il aura une certaine qualité de vie, la baguette magique. Alors que ce n'est pas du tout le cas. On trouve parfois des Européens ou des diasporas algériens qui travaillent vraiment dur là-bas, de boulot pour finir la fin du mois. Ici, c'est encore mieux ici parce qu'ici, en fin du mois, on aura toujours la famille qui peut vous soutenir. L'électricité, vous avez votre père, votre mère qui peut vous aider quand vous êtes malade, ils sont là, vos soins. Là-bas, si vous tombez malade ou en fin du mois, si vous ne pouvez pas finir le mois, il n'y a personne qui peut vous... Moi, j'ai vu des gens en partant à Paris ou au sud de France, vous voyez des gens qui vivent sous les tentes. Ça, c'est pas un rêve. Ils finissent très mal. Ils finissent très mal. Et ensuite, ils se tournent vers la drogue, ils se tournent. En plus, c'est des jeunes. Délinquance. La délinquance. Voilà. Et hop, on revient à l'image où les immigrés. Voilà. N'importe quoi. Ils sont là-bas stigmatisés, racialisés. Exactement, ça va être un cercle vicieux. Vous allez nous parler de votre propre expérience professionnelle, mais avant, j'aimerais faire réagir Othman. Alors déjà, j'aimerais revenir sur la proposition d'abrogation de la loi d'Abdelmajid Tebboune. Je peux comprendre l'idée qu'il y avait derrière cette loi d'empêcher les Algériens de la diaspora de participer activement à la vie politique algérienne. Cette idée du tu ne vis pas dans ce pays, tu ne comprends pas sa réalité, donc tu n'es pas légitime à intervenir. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop pragmatique. Premièrement, et qu'à un moment, il faut aussi raisonner en termes de valeurs. Nos ancêtres aussi sont morts pour libérer ce pays. Nous aussi, on descend de familles qui ont donné leur sang pour que ce pays soit libre. Et je trouve ça éthiquement discutable de nous exclure comme ça sous prétexte qu'on ne vit pas dans ce pays, alors que nous aussi, on est des enfants de martyrs. Maintenant, par rapport à ce que la diaspora pourrait apporter, je pense que déjà la diaspora apporte, je pense, parce qu'on a souvent, il y a un peu ce mythe de la diaspora qui selon certains, qui serait un peu parasitaire, qui n'apporte pas, alors que la diaspora contribue déjà, certes, pas de façon satisfaisante à mon avis, mais elle contribue. Pas directement, mais indirectement. Oui, voilà, indirectement. Par exemple, vous savez, l'Algérie, c'est pas le pays le plus attractif d'un point de vue touristique, c'est réel. Mais pourtant, on vient chez nous, dans notre pays, on vient avec la compagnie nationale, on fait rentrer des devises dans le pays, on consomme. Et tout ça, c'est aussi contribuer à l'économie nationale. Et c'est des choses que la diaspora apporte, alors même que malheureusement, on bénéficie peut-être pas forcément aussi du système de protection sociale algérien, du fait que, par exemple, si on a des difficultés à se loger, on puisse avoir un logement social, toutes les subventions financées avec la rente pétrolière sur les produits alimentaires, sur l'essence, qui sont nécessaires, mais dont on ne bénéficie pas vraiment toute l'année. Donc, on contribue déjà, je pense, mais on pourrait contribuer plus, et notamment de la manière dont vous l'avez cité, en apportant un savoir-faire. Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger la jeunesse qui se trouve actuellement en Algérie. C'est beau de demander à la diaspora de contribuer, et on doit le faire par patriotisme, je pense, mais il faut aussi laisser aux Algériens d'Algérie l'opportunité d'investir et de créer quelque chose, parce qu'encore aujourd'hui, on se retrouve avec une fiscalité, avec une paperasse, une bureaucratie qui est beaucoup trop lourde et qui empêche l'émergence de l'entrepreneuriat privé que beaucoup pourraient faire. Et c'est comme ça aussi qu'on se retrouve avec l'émergence de l'économie informelle en Algérie, qui est aussi un vrai problème. Beaucoup d'Algériens font des business, mais ils ne les déclarent pas. J'avais fait mes recherches, il me semble que c'est environ 30% de l'économie algérienne qui serait informelle, 30% de notre PIB qui est sous le tapis. Et ça, ce n'est pas dû qu'à une population qui vole, non, c'est dû aussi à un État qui est trop oppressif sur sa fiscalité, je pense. On va entendre, Yacout, vous êtes entré de plein pied dans la vie active. Une idée sur cette question de bureaucratie, où on est la numérisation très chère au chef de l'État? En tant que je suis cadre supérieur dans une entreprise de construction, donc spécialisée dans les immeubles à grande hauteur, des IGH. Et avant de commencer tout projet, nous avons besoin d'un permis de construire. Et quand on commence à faire la paperasse pour déposer un permis de construire, ce qu'il dit, c'est un peu, on va dire, vrai, parce qu'on rencontre beaucoup de contraintes, de paperasse. Entre les différents ministères à déposer, on nous envoie pour avoir l'avis favorable de plusieurs directions. Et ça, que ce soit pour un étranger ou pour nous des Algériens, c'est vraiment très difficile. C'est une perte de temps, de moyens, d'énergie. C'est le parcours du combattant. C'est un parcours du combattant, et ça, c'est avant même de commencer le chantier. Si demain, nous avons un problème dans le chantier, des intempéries, un problème d'architecture, on peut gérer. Mais avant même de commencer un chantier et de trouver des difficultés juste pour avoir un document, c'est vraiment contraignant. Et ça, ça donne une perte de temps et c'est une mauvaise image pour nous. Alors là, pour moi, en tant qu'Algérienne, j'aime mon pays, je veux bien le construire. Mais pour un étranger, avant même de commencer d'avoir ça, il prend ses bagages et il repart à son pays. Et ce serait plus facile de faire des mécanismes, de digitaliser ça
de faire un permis de construire que quand on dépose la phase esquisse et architecture, qu'il y a moins d'étapes. Parce qu'il faut passer par l'urbanisme, beaucoup d'étapes. Et si on peut simplifier ça, ça serait un gain de temps et ça valorise surtout la construction englobe beaucoup de domaines. On peut trouver un peintre, un maçon, ça englobe plusieurs. Chez nous, on dit si la construction va, tout va, parce que ça englobe tout. Vous trouvez, c'est les gens qui achètent, c'est des foyers qui achètent un appartement, englobe tout. Vous trouvez celui qui fait le design, la construction, l'ameublement, on englobe vraiment tout. Moi, dans mon parcours du travail, je peux rencontrer tout le monde. Un architecte, comme un menuisier, comme un maçon, comme un sous-traitant, on englobe tout. Et donc, quand on trouve des contraintes, on sent que c'est pas bien pour nous. C'est décourageant. C'est très Et décourageant. malgré ce découragement, Wassim, on a constaté ces dernières années un retour d'un certain nombre d'Algériens diasporiques en Algérie pour s'y installer définitivement. Comment vous expliquez cet engouement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu, surtout ces dernières années, la montée de l'extrême droite? On a parlé tout à l'heure de la stigmatisation, l'islamophobie, le racisme, ou alors parce que l'Algérie est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus stable, il y a plus d'opportunités. Comment vous l'expliquez, vous? En fait, je pense qu'effectivement, c'est un mélange un peu des deux. Je pense déjà qu'il faut commencer tout simplement parce qu'en Occident, je pense que la diaspora, que ce soit maghrébine ou africaine ou même d'autres pays du monde, ne sont pas respectés par les Occidentaux. Après la révolution algérienne, un bon nombre de personnes ont émigré en France. Après la guerre, ce sont eux qui ont reconstruit la France. D'accord ? Ils travaillaient c'était très pénible, ils ont fait le sale travail difficile. Et les Français, voilà, ou le reste des Occidentaux, ne respectent pas ce travail-là. Ils continuent, par exemple, à nous insulter, à nous mépriser, à nous discriminer lors d'embauche, etc. Et je pense que c'est un ras-le-bol généralisé, en fait, de cette communauté-là. Par exemple, maintenant, on l'a vu avec les élections en France où on a failli virer du tout au tout et passer par l'extrême droite. Et d'ailleurs, exactement, et je remercie les gens issus de l'immigration d'avoir pour une fois pris l'initiative de voter parce qu'on sait qu'ils ont l'habitude de ne pas voter. Donc cette fois-ci, ils ont pris position et entre guillemets, ont sauvé leur pays, en fait, parce que c'est leur pays, ils ont grandi là, leurs parents ont travaillé, ont souffert, ont sué dans ce pays-là. Et je pense que également aussi l'Algérie, comme vous le savez tous, regorge d'opportunités. Et on le sent, on le sait. Il y a encore énormément de choses à faire. Je pense que même si c'est difficile, parce que voilà, effectivement, on a peut-être des mentalités un petit peu différentes entre diasporiques et personnes locales, mais franchement, je pense que ensemble, si on travaille vraiment ensemble, on peut faire avancer le pays dans sa globalité et améliorer la situation pour tout le monde et même peut-être pour le reste du monde. Je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas donné la parole à Fares. Vous partagez l'avis de Wassim, Fares? Alors, je ne saurais pas exactement donner l'explication sur le pourquoi les gens, les Algériens reviennent en Algérie s'installer. J'en connais pas directement qui en sont arrivés à cette étape-là, même si j'en connais certains qui y pensent. Après, pour rebondir sur ce qu'il a dit concernant la montée de l'extrême droite en France, je pense que on a tous, entre guillemets, un rôle à jouer. On est tous ambassadeurs de l'image de notre pays d'origine parce que c'est quelque chose qui nous colle à la peau, quelque chose qui évidemment se voit sur nos visages. Et je me mets à la place des locaux français, franco-français, on va dire. Si j'ai un Sud-Africain, un Japonais, un Brésilien, un Croate qui arrive et dont je fais la rencontre, qui se comporte mal, qui a une éducation que je trouve mauvaise, qui a des valeurs que je trouve mauvaises. En fait, cette personne est ambassadeur de son pays, elle va représenter sa population à ce moment-là. Et c'est la seule expérience que je vais avoir de cette population et c'est l'image, en tout cas du moins pour la plupart des gens, c'est l'image qui va rester. Ils vont se faire à cette image d'une rencontre.
Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous un rôle à jouer et à tous faire l'effort de se comporter correctement, de vivre décemment, de ne pas tomber dans la délinquance ou dans la facilité et de faire des efforts à ce niveau-là. Parce que, bien évidemment, en termes d'image, on n'est pas tous égaux, malheureusement. Et je pense qu'on va tous faire cet effort d'être droit dans ses bottes pour euh, transmettre à l'étranger une bonne image de notre pays. Très bien. Othman, j'aimerais que vous réagissiez sur cette même question. Et en même temps, quand on a préparé cette émission, je vous avais demandé à chacun de me parler d'un domaine que vous pensez développer, pas vous-même, mais qu'il faille développer. Othman, vous m'aviez dit l'agriculture. Donc je vous écoute pour ces deux points en même temps. Je vais d'abord rebondir sur ce qui a été dit. Si vous voulez mon avis sur le retour de ces Algériens de diaspora, c'est d'abord à cause du climat de rejet qu'on a effectivement en Europe occidentale avec la montée des extrêmes, le rejet de l'autre, l'accroissement de la xénophobie ambiante. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, comme vous l'avez dit, l'Algérie est un pays qui est plus stable. Aujourd'hui, j'aimerais rappeler que dans les années 90, encore il y a 30 ans ici, on était dans un terrain de guerre civile. Et c'est un pays qui a réussi à s'en sortir seul. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire. Je rappelle que tous les quatre, vous n'étiez pas encore nés. On ne l'a pas connu. Ah non, moi je suis né en 2002, justement, à la fin de la guerre civile. Et avec des méthodes qui sont certes contestées, mais on a réussi à y mettre fin. Et aujourd'hui, on est effectivement un pays stable dans un climat qui ne l'est pas du tout. J'aimerais rappeler que la Libye est instable, que dans le Sahel, c'est la même chose. Et on est face au 10e plus grand pays du monde, le plus grand pays d'Afrique, avec des frontières monumentales qui pourraient être poreuses. Malgré ça, grâce à notre armée, on a réussi à maintenir une stabilité en Algérie. Comment ? Ah oui, clairement, on tient le coup, hein, ça il faut le dire quand même. C'est un miracle que ce pays tienne encore d'ailleurs. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une volonté des autorités algériennes à faciliter l'entrepreneuriat, parce que comme je le dis, voilà, il y a une bureaucratie qui est très lourde, mais on va quand même dans une tendance d'allègement de toute cette paperasse. Et il y a plein d'exemples qui ont été donnés. Par exemple, j'en ai en tête l'abolition du 49-51, cet article qui disait que pour investir en Algérie, il fallait un partenaire algérien majoritaire. Aujourd'hui, il est abrogé, il n'a plus lieu d'être. Et ça favorise non seulement les investissements étrangers, mais c'est aussi un signe, ça ne nous concernait pas vu qu'on était algérien, mais ça donne quand même un signal d'ouverture, voilà, d'ouverture. Oui, voilà, clairement, ça donne un signal d'ouverture. Et puis, on est aussi dans un pays où il y a tout à construire. Oui, clairement, il faut dire. Notamment le domaine de l'agriculture qui vous est... Alors, le domaine de l'agriculture, si j'avais décidé de l'aborder ici, c'est parce que je suis le seul étudiant qui n'est pas en sciences humaines ici. Je suis plus dans les sciences dures et je suis un gros passionné d'agronomie. Alors, en fait, même s'il faut reconnaître les mérites de l'Algérie dans le développement de son programme d'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, je me trouve très critique vis-à-vis de celui-ci. En fait, ce qui m'agace un peu, c'est qu'on est dans une logique d'agriculture fossile, c'est-à-dire qu'on est dans cette logique d'investir dans le Sahara. Et en fait, on s'appuie sur ce qu'on appelle le SASS, système saharien des nappes. Bon, la nappe albienne, on va dire ça. Ça s'appelle la nappe albienne, qui est l'une des plus grosses réserves d'eau douce du monde, mais c'est une réserve d'eau fossile qui ne se renouvelle pas. Et en fait, on la ponctionne. Le truc, c'est qu'elle est déjà surexploitée. Par exemple, je lisais une thèse dans laquelle on expliquait que c'était 1 km cube d'eau qui était renouvelable. Or, on en prélève déjà c'était en 2003, on en prélevait déjà 2,5 km cubes. Aujourd'hui, on est en 2022. Donc, on est face à une nappe qui est surexploitée. On observe déjà des oasis qui commencent à s'assécher, des oasis qui soutiennent une agriculture de terroir. Par exemple, moi qui suis d'origine biskri, je vous parlerai de la Deglet Nord, qui est une date qui est réputée à l'international, un produit de terroir qui risque d'être menacé par cette agriculture qui est intensive. J'entends certains dire que c'est une agriculture durable, mais ça ne l'est pas. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, en Algérie, on essaie beaucoup d'alléger la facture parce qu'on ne produit pas grand-chose, malheureusement. Et par exemple, avec les denrées alimentaires, on a ce système de subvention qui fait que grâce à l'argent des hydrocarbures, on baisse artificiellement les prix. C'est super. Et pour pallier à ça, on veut produire nous-mêmes pour être indépendants des cours, etc., de l'agroalimentaire. C'est une très bonne initiative. Mais en fait, on arrive à un système où en fait, on dépendait du pétrole pour se nourrir, mais là, en fait, on dépend de l'eau qui finira par partir aussi. Donc, on a changé un système, mais on n'a pas changé les grandes lignes dans le fond. Et je trouve ça un peu dommage que le gouvernement algérien ne réfléchisse pas à des sources d'approvisionnement d'eau plus durables pour le soutien de l'agriculture. Pour l'industrie, pour les ménages, il n'y a pas de problème. On peut compter sur le dessalement d'eau de mer. Mais on ne peut pas compter sur le dessalement d'eau de mer pour l'agriculture avec un mètre cube d'eau à 120 dinars. C'est beaucoup trop cher pour l'agriculture.
Alors, je rappelle que vous êtes étudiant en Master 1 Oui. à l'Université de Toulouse 3 C'est ça. et vous êtes en microbiologie, microbiologie génétique. Oui, voilà. C'est bien cela. C'est ça. Vous avez des solutions? Alors, j'y ai réfléchi, mais en fait, vous savez, le problème, c'est qu'avec les étudiants en sciences dures, c'est qu'on est bon pour trouver des solutions, mais on n'est pas bon pour les financer. Il faut dire ce qui est. Donc oui, par exemple, vous savez, aujourd'hui, on fait des oléoducs, on pourrait très bien faire des aqueducs. Ça serait discutable d'un point de vue de la souveraineté nationale d'importer de l'eau. Mais par exemple, on pourrait se tourner vers l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, beaucoup de pays ont des excédents, on pourrait collaborer avec ces pays. Oui, voilà, des partenariats mutuels, hein, équilibrés. Il n'est pas question de faire du suprémacisme et de l'impérialisme pour l'eau, mais ce serait peut-être préférable d'importer de l'eau de ces pays-là plutôt que d'épuiser une nappe qui va totalement détruire l'agriculture des oasis. Tout à fait. Wassim, on vous a demandé de parler d'un domaine particulier. Vous avez évoqué l'énergie. Ouais. Je vous écoute. En fait, je pense déjà, pour un petit peu revenir sur ce que Othman a dit, je pense que comme l'Algérie est en voie de développement, il serait intéressant en fait de tout simplement se plonger dans l'histoire, de voir les erreurs que les pays occidentaux ont fait concernant par exemple ces erreurs écologiques et en prendre connaissance et en fait tout simplement d'essayer de développer l'Algérie dans un niveau durable en pensant aux erreurs commises et ce qui nous permettrait d'avancer. Alors, apprendre du passé pour avancer dans le meilleur, parce qu'on sait que maintenant, l'avenir est ici, en fait, tout simplement. On le sait, on le sent, et je pense que même en Occident, ils le ressentent. Même, je dirais même que la vapeur s'est inversée. Peut-être que maintenant, et c'est là où je veux en venir avec l'énergie, on peut avoir plus de leviers de pression. Par exemple, voilà, ici, je séjourne à l'hôtel, j'ai rencontré une délégation d'Allemands. Qu'est-ce que font des Allemands en Algérie? Ils sont en train de réfléchir à la stratégie en fait, internationale, surtout européenne, entre l'Algérie et l'Union européenne, concernant le développement de l'hydrogène. On sait que l'hydrogène a un potentiel énorme dans tout ce qui est l'énergie, ce qui va venir complémenter en fait déjà les ressources fossiles, donc de gaz, de pétrole, et maintenant on est en train de développer aussi, je l'espère, le photovoltaïque. Et maintenant, c'est l'hydrogène. C'est très bien, c'est d'accord, on va coopérer avec eux, mais aussi, je vais revenir sur le fait qu'on doit apprendre de nos erreurs concernant le passé, où avant, les Occidentaux venaient se servir de nos ressources, sans au final nous apporter en retour quelque chose de conséquent. À part de l'argent, et c'est certaines personnes de l'élite qui se sont enrichies le plus, et le peuple au détriment du peuple. Maintenant, ce que je pense qui est très important, et il faudra mettre les points sur les i à ce niveau-là, c'est que si on veut coopérer, que ce soit avec les Occidentaux, les Asiatiques, les Américains, qui que ce soit, il n'y a pas de souci, on est ouvert, on reste ouvert, mais il faut un transfert de technologie sur le long terme. D'accord ? Il faut qu'ils transfèrent cette technologie-là à la population algérienne. Ils doivent nous former, ils doivent créer de l'emploi et ça doit être réfléchi. Ça doit pas être, l'Algérie ne doit pas être une mine à ciel ouvert où tout le monde vient se servir et au détriment du peuple. Donc voilà, par rapport à ça, ça peut être une arme politique. Et je vais rebondir avec ça. Par exemple, j'ai participé à un programme Erasmus. Donc il faut savoir que la Belgique est en coopération avec les universités du monde entier. J'ai participé à un échange, je me suis rendu aux États-Unis, donc à l'université Rider. Là-bas, j'ai rencontré des Espagnols, j'ai rencontré des gens d'Amérique latine, j'ai rencontré des Allemands, j'ai rencontré même des Marocains, mais je n'ai pas rencontré d'Algériens. Et j'ai le sentiment que les échanges universitaires entre l'Algérie et le reste du monde sont quasiment inexistants. Et ce que je voudrais voir, ça serait que l'Algérie utilise ses ressources pour mettre pression sur le reste du monde afin d'ouvrir d'autres portes, de faciliter l'octroi de visas, de faciliter ou de créer des échanges universitaires afin de créer en fait d'autres domaines de recherche et de diversifier en fait l'économie algérienne, parce que voilà, comme l'a dit Othman, on est basé effectivement sur les énergies fossiles, mais il est temps de créer d'autres choses, il est temps de se diversifier. Et je pense que, excuse-moi Othman, je vais terminer là-dessus, par exemple comme les pays du Golfe qui ont utilisé ces ressources fossiles au début pour s'enrichir et qui ont après investi partout dans le monde, car ils savent, et l'écologie c'est indéniable, c'est des ressources finies. Donc c'est indéniable qu'il faut se diversifier
afin d'éviter les mêmes erreurs que c'est en train de se produire en Occident, par exemple. Vous avez demandé la parole, Othman. Allez-y, et après je donnerai Très bien. la parole à Yakout. Je vais faire vite. Et en fait, je dois rebondir sur ce que tu dis, notamment sur les transferts de technologie. Ce que je trouve d'autant plus dramatique, c'est qu'en réalité, en Algérie, le tissu industriel, il est déjà mis en place. C'est-à-dire qu'en réalité, on a tout un tas d'entreprises en Algérie qui sont déjà... On a Cevital pour l'agroalimentaire, on a la Sonatrach pour les hydrocarbures, on a Saïdal pour les médicaments, on avait Condor Electronics, bon, dont j'entends plus trop parler maintenant depuis le Hirak, mais qui produisait des appareils électroniques. Vous savez, dans ma maison à Alger, tout est Condor. C'est-à-dire que ma climatisation, c'est Condor, ma télé, ma machine à laver, ce n'est pas tous les pays qui peuvent se permettre d'avoir une industrie d'électronique sur leur sol. Donc on a un tissu industriel, il est juste mal valorisé. Et je pense que justement, l'une des bonnes manières de valoriser ce tissu industriel qui existe déjà, c'est notamment faire pression avec des transferts de technologie pour entrer dans une dynamique d'innovation et produire quelque chose. C'est un peu comme ça que la Chine s'est développée aussi. C'est-à-dire que la Chine, avant, c'était le pays de la contrefaçon. On avait un tissu industriel, mais qui produisait des matériaux de piètre qualité. Mais à force de transfert de technologie, d'innovation, d'éducation de la population aussi, on s'est retrouvés. Oui, voilà, ils sont leaders. Et aujourd'hui, on a des entreprises chinoises qui sont extrêmement performantes sur tout un tas de domaines. Et je pense qu'en Algérie, c'est possible. Yakout, je ne sais pas si vous avez un domaine bien précis. J'en ai deux. Allez-y. On va continuer. D'abord, je vais donner mon opinion en ce qu'il a dit Wassim. La colonne vertébrale de l'économie algérienne, c'est les hydrocarbures. Et je pense que la stratégie algérienne devrait se tourner vers un autre domaine, le tourisme. Le tourisme, c'est très très important parce que nous sommes un peuple qui est très convivial, chaleureux, accueillant. À chaque fois qu'on a des étrangers, ils ont une image complètement différente de l'Algérie. Et c'est vraiment triste qu'on reste renfermé de nous-mêmes. On a 1200 de côtes et on a besoin de nouvelles infrastructures, que ce soit de nouveaux hôtels, de nouvelles infrastructures, restauration, tout ça, pour attirer plus d'étrangers. Mais avant aussi, pour développer le tourisme qui est vraiment très sous-développé en Algérie, il faut commencer par les écoles de formation. Parce que même aujourd'hui, l'autosuffisance en tant que main-d'œuvre algérienne est presque inexistante. Et ça aussi, où les diasporas algériens peuvent aussi intervenir, revenir au pays pour améliorer, former, leur donner le savoir et leur savoir-faire. Exactement. Nous sommes vraiment, parfois quand il y a des gens qui ils peuvent investir des milliards sur un hôtel et quand il arrive au recrutement, il est freiné parce qu'on n'a pas cette qualité de main-d'œuvre et il faut commencer par ça. Peu importe le domaine en Algérie, quand on commence à lancer toutes ces infrastructures, il faut d'abord penser qui va gérer tout ça. Et il faut toujours commencer, je dis toujours dans mon environnement personnel, je dis il faut commencer par l'éducation. Il faut éduquer, il faut former, il faut envoyer, comme il a dit, faire des formations, il faut faire des échanges, faire des partenariats équitables, ce qu'on vous donne, ce que vous nous apprenez, il faut nous apprendre. Tout ça, on n'a pas. Nous, on fait les hydrocarbures. On vend et on n'a rien en retour. Ouais, exactement. Wassim a anticipé tout à l'heure sur les programmes d'échange universitaires. Yakout, ici en Algérie, vous avez fait vos études de licence. Vous avez eu des échanges? Moi, heureusement, j'ai la chance d'être l'école algérienne des affaires. C'est une école qui a un partenariat avec en France. Nous, j'ai eu des professeurs de l'Université de Lille et de HEC. Donc, c'est des profs qu'on a eu beaucoup d'échanges. Malheureusement, quand on parle... Ce sont les professeurs français qui se sont déplacés chez vous. Oui. Mais est-ce que vous, étudiants universitaires, vous êtes déplacés en France? Non, malheureusement, voilà, non. C'est un grand problème. On va quand même faire participer Fares parce qu'il est un petit peu loin. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas son mot à dire. Il y a un projet, il y a un domaine qui vous parle plus que d'autres pour l'Algérie? Bien sûr. Enfin, je m'intéressais aussi également à l'éducation. Et j'ai trouvé ce qui a été dit précédemment sur les échanges universitaires très intéressant. Parce que pour intégrer mon école à la rentrée, j'ai eu l'occasion de me déplacer pour passer l'examen dans de nombreuses grandes écoles françaises. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui venaient de tout horizon, même d'Asie et d'Afrique évidemment. J'ai vu beaucoup de Marocains, très peu d'Algériens, voire franchement quelques-uns. Je pense que je peux les compter comme 3 ou 4. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de si peu exporter. Je veux dire, on n'est pas. Il y a cette remise en question dont j'ai parlé au tout début qui est faite. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on n'est pas omniscient.
Il y a des savoirs partout, on sait faire, on a un savoir-faire certain. Maintenant, les autres, les étrangers sont également très bons dans leur domaine. Ils ont des domaines de spécialisation dans lesquels ils surpassent tout le monde. Il faut aller chercher ces savoirs et ces formations partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, partout. Il faut être capable de s'exporter et également d'importer les savoirs. En faisant venir des professeurs internationaux, comment dire, qui sont des spécialistes dans leur domaine pour transmettre leur savoir. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Dans l'école que je vais intégrer, il y a des enseignants qui viennent de partout dans le monde. Et il faut qu'également les universités algériennes aient cette capacité à attirer ces gens extrêmement formés, extrêmement pointilleux sur leur savoir et qui ont la possibilité de transmettre tout ce qu'ils savent. C'est très important de ne pas se baser sur seulement ce qu'on sait faire nous. Et on n'a plus beaucoup le temps. Je vais encore donner la parole à Othman parce qu'il a demandé, et vous, hein, Othman, le panarabiste, pour rester dans les programmes d'échange. Pourquoi pensez-vous que ce qu'on appelle le monde arabe, à tort ou à raison, la Ligue arabe ou d'autres institutions ne pensent pas à mettre en place un programme d'échange à l'instar d'Erasmus, Erasmus Mundus, qu'on appellerait par exemple, comme je l'ai dit à l'introduction, le programme Avicenne. Et je vous laisserai aussi réagir par rapport à ce que vous avez, par rapport au, parce que vous avez demandé la parole. Et ensuite, je vous donne à chacun un mot de conclusion. Très bien. Alors, pourquoi, à mon avis, c'est déjà, les programmes d'échange, ils sont souvent révélateurs des relations diplomatiques entre les États. Quand deux États s'entendent bien, ils font des programmes d'échange. C'est souvent comme ça que ça se passe. Par exemple, Erasmus, si Erasmus a pu être mis en place, c'est parce qu'il y a une forte collaboration entre les différents États de l'Union européenne et les États de l'Occident en général, que ce soit d'un point de vue des étudiants, mais c'est aussi militaire et économique. C'est juste que ça, c'est une façade. Le problème avec les États arabes, c'est qu'il faut toujours distinguer, qui ne sont pas toujours des démocraties. D'ailleurs, la démocratie n'est pas la norme dans le monde arabe. Il faut distinguer le gouvernement de la population. Factuellement, on est face à une population qui se sent appartenir à un bloc uni. On ne peut pas le nier. L'arabité, aujourd'hui, elle est admise et il y a cette volonté de se reconnaître dans l'autre. Mais les gouvernements, souvent autoritaires, n'ont pas forcément intérêt à coopérer entre eux. En fait, on est plus dans l'intérêt du régime que dans l'intérêt de la population en réalité. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne développe pas vraiment de programmes universitaires très concrets. Il n'y a pas de vision dans le monde arabe parce que la vision dans le monde arabe, elle est plus axée sur une population qui en aurait besoin, mais pas forcément un régime. Même les États du Golfe, par exemple, qui ont énormément d'argent, toutes les politiques, on pourrait voir les États du Golfe comme étant des États-providence envers leur population. Il y a des aides sociales à gogo, mais en réalité, c'est surtout là pour servir les intérêts du régime afin qu'ils ne soient pas contestés. On sert toujours les intérêts du régime et jamais réellement les intérêts de la population. Elle est là la réalité. Je voulais revenir sur ce que tu avais dit, Yacout, par rapport au tourisme. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège du tourisme Club Med non plus. En fait, moi, j'aime bien distinguer. C'est un tourisme durable. Oui. Je pense que s'il y a une chose autour de laquelle les Algériens ici en Algérie sont d'accord, c'est de développer un tourisme durable. Et surtout axé sur la culture, qui nous permettra d'avoir une bonne vitrine à l'international. Moi, j'aime pas l'idée que des gens viennent en Algérie juste pour aller à la plage, parce que c'est des gens qui profitent des coûts de la vie qui sont bas. C'est des gens qui viennent pour se faire servir en Algérie. Et je ne pense pas qu'on ait à servir des étrangers non plus parce qu'ils aient plus d'argent que nous. On a vu ce que ça a donné dans d'autres pays. Moi, je veux des touristes qui viennent en Algérie pour découvrir notre culture. Et ça pourrait extrêmement nous valoriser. Très bien, on est d'accord que le maître mot, quelque part, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est l'instruction. Et c'est pourquoi, au début de cette émission, j'ai voulu, à travers un ancien Algérien, M. Hachmi Haddad, qui m'avait dit que j'ai rencontré à l'ULB, qui avait déjà une cinquantaine d'années, dans les années 85-86, il avait un paquet de syllabus dans les bras et il commençait une première année de licence en scénario et en réalisation. Un mot de conclusion, qui veut commencer? Yacout. Allez. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités et de nous avoir donné l'opportunité de donner notre opinion. Et pour commencer, je voudrais dire qu'il faut faire confiance à la jeunesse algérienne. Il faut faire confiance à la jeunesse algérienne. On déborde d'idées, on est polyvalent, on veut réussir, on est ambitieux.
que ce soit à l'étranger ou ici. Et que même, ce que aussi je voudrais essayer de dire que même si on n'est pas attiré par l'Algérie économiquement, on est toujours attiré sentimentalement. Il y aura toujours dans nos familles, il y aura toujours notre histoire. Et je finirai par dire que individuellement on est une goutte d'eau, mais ensemble on est un océan. Très bien. Fares? J'aimerais dire que il faut retrouver ce sentiment d'unicité, essayer de tous se serrer les coudes, de travailler sur ça. Je trouve que l'Algérie est un pays qui a beaucoup stagné pendant plusieurs années, qui a commencé à bouger sur les 4-5 dernières années. Et je pense que c'est important de continuer cette démarche. On a réussi à faire ce premier pas, de se dire non, on ne peut pas en rester là, il faut passer à la suite. Et maintenant, je pense qu'il faut s'encourager entre nous et rester fort, parce que ça va évidemment pas être facile, mais il va falloir en passer par là pour évoluer. Je fais complètement confiance aux Algériens, qu'ils soient d'Algérie ou de l'étranger, parce que on a tous connu des moments difficiles. C'est un peuple qui a connu des moments difficiles, et je pense que le plus dur est derrière nous et qu'il faut continuer à avancer avec courage. Wassim? Alors également, donc, je souhaite que la jeunesse, qu'on donne les moyens à la jeunesse algérienne de croire en elle et que le gouvernement les soutienne aussi à se lancer. D'autant plus, j'appelle aussi, comme l'a dit Fares, à arrêter en fait, le racisme qu'il y a déjà en Algérie, par exemple, entre berbères et arabes. Le régionalisme, ou que ce soit aussi envers les diasporiques, tous ensemble pour améliorer la situation. Et alors, dernier mot de la fin, je voudrais faire un appel aux diasporiques un peu plus âgés. Vous qui avez la connaissance, l'expérience et le savoir, revenez ici au pays, formez la jeunesse, donnez tout ce que vous pouvez. Et voilà, je vous remercie. On a besoin d'eux, que ce soit au niveau sportif, culturel, dans tous les niveaux. L'Algérie est vraiment incroyable. À bon entendeur. Othman? Alors, je voulais aussi vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau, premièrement. Et j'aimerais que les Algériens comprennent que modernité ne veut pas forcément dire occidentalisation, qu'ils avancent, mais qu'ils élaborent leur propre modèle et qu'ils n'essaient pas à tort de copier un modèle qui a été prédéfini pour des populations qui ne sont pas les leurs. C'est une très belle conclusion. Vous êtes tous positifs. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Oui. Absolument. Hein? C'est très important. Avant de clôturer cette émission, j'ai envie d'annoncer aux téléspectateurs que la semaine prochaine, mon collègue Davy Rodriguez va entamer sa nouvelle émission, la multipolaire. Et c'est la deuxième émission chez Atypique, la télévision belge francophone internationale, cette télévision belge qui donne la parole à tout le monde et à la jeunesse. Et aussi longtemps qu'on est en Algérie, on va encore inviter la jeunesse, on va parler avec les jeunes, on va surtout les entendre, les écouter. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Othman qui vient directement de l'aéroport ici sur les plateaux du CIC. C'est une occasion pour moi aussi de dire un tout grand merci à la direction du CIC, dire un grand merci aux techniciens qu'on ne voit pas du CIP, mais sans eux, je pense qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Merci, un énorme merci à Fares, malgré justement les petits problèmes techniques avec Skype, mais il a tenu bon, il est resté avec nous et on a résolu ce problème et il a participé à cette émission. Merci à Wassim, merci à Yakout, merci à vous tous, madame, monsieur. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.